Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le nouveau rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. J'en profite tout de suite pour vous remercier de votre accueil et pour vos retours nombreux et constructifs suite à notre premier numéro. Vous êtes toujours invités à réagir à nos échanges sur la chaîne YouTube de France Culture où notre émission est diffusée en direct. Aujourd'hui, nous revenons sur la polémique suscitée par une vidéo volée et diffusée il y a une semaine par le magazine L'Incorrect, un mensuel proche de Marion Maréchal Le Pen. Dans cette vidéo, nous découvrons deux cadres du Parti socialiste, Pierre Jouvet et Luc Broussy, le secrétaire général et le président du Conseil national du PS, attablés avec deux éditorialistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen. Un échange qui a relancé les soupçons de connivence entre les journalistes et les responsables politiques, un reproche fréquemment entendu dans l'opinion publique et l'occasion pour nous, la Fabrique de l'info, de faire un peu de pédagogie sur la spécificité du rôle d'éditorialiste, sur ses enjeux et défis, les frontières à ne pas franchir, mais les portes du pouvoir qu'il faut bien tenter d'ouvrir. Hubert Beuve-Marie a résumé cette problématique en une phrase: le journalisme, c'est le contact et la distance. Et pour en parler, 4 invités en studio. Tout d'abord, Swazik Kemener, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique et éditorialiste à BFM après être passé par LCI et vous êtes par ailleurs rédactrice en chef de la Tribune du Dimanche. Vous pourrez donc nous parler des coulisses de votre métier. À vos côtés, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui éditorialiste à Quotidien sur TMC après avoir longtemps occupé ce rôle dans la matinale de RTL. Merci d'être avec nous pour partager votre vision de la fonction avec la liberté de ton que l'on vous connaît. Léa Chamboncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, podcasteuse et autrice. On peut vous retrouver dans la très bonne émission Backseat sur la plateforme Twitch où vous recevez avec Jean Massier des personnalités politiques, un contenu qui s'adresse à une audience qui n'écoute pas forcément les médias traditionnels. Enfin, pour compléter ce trio de journalistes, un historien de la presse et des médias, Alexis Lévrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims et spécialiste des relations entre le monde journalistique et la sphère politique. Voilà, vous avez le programme. La Fabrique de l'information s'écoute en direct à la radio, se regarde sur YouTube et ce podcast sans modération. C'est parti. Tout est dit et bien dit, notamment sur cette antenne, uniquement sur cette antenne. Sur la collusion idéologique qui existe entre le Parti socialiste et messieurs Cohen et Legrand. Comme on dit à France Inter. Cette semaine, dans ma bouche, il y a deux de mes collègues et amis dans une vidéo captée à l'insu de leur plein gré. Quelqu'un l'a vue ? Personne ? Si on en revient aux faits, ce rendez-vous, c'était à l'initiative de ces deux socialistes parce qu'ils considéraient qu'ils étaient maltraités. Franchement, est-ce que... C'est une vidéo tronquée. C'est une vidéo tronquée, c'est une vidéo volée. Et puis, dernier élément qui est quand même un truc de base, on juge les journalistes, les éditorialistes sur ce qu'ils font. On écoute Patrick Cohen le matin, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On lit Thomas Legrand dans Libé, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà la réaction de Benjamin Duhamel sur un plateau que vous connaissez bien, Jean-Michel Apathy, puisque c'est celui de Quotidien sur TMC. Mais avant de commencer notre conversation, revenons à la base de certains réflexes journalistiques, à savoir l'identification des sources. Alors nous ne connaissons pas la personne qui a filmé illégalement ce qui devait rester un échange privé, mais nous pouvons mieux cerner le média qui l'a publié avec vous, Alexis Lévrier. L'Incorrect, comment le situer? Quelle est sa ligne éditoriale? On peut clairement le situer dans l'écosystème médiatique de l'extrême droite. Il y a des liens avec Marion Maréchal Le Pen. Il y a le principal actionnaire qui a été aussi candidat Reconquête aux législatives. Donc je crois que et là pour le coup on est vraiment dans la connivence entre presse et pouvoir politique, la vraie. Et puis par ailleurs leurs éditorialistes sont constamment présents sur les antennes de CNews et dans les médias Bolloré d'une manière générale. Donc ça fait partie de cette agglomération de médias souvent peu visibles, qui n'auraient pas vraiment d'existence dans une autre période que celle que nous vivons, mais qui, grâce à l'exposition que leur donne Vincent Bolloré notamment, sont aujourd'hui omniprésents dans l'espace médiatique, avec des éditorialistes comme Juliette Briens, qui a d'ailleurs fait un tweet assez intéressant pour raconter l'idéologie de ces gens-là. Elle a imité l'accent séfarade
pour reprendre les explications qu'avait données Patrick Cohen. Je crois d'ailleurs qu'elle a été sanctionnée à cet égard-là sur une autre antenne, qui est celle d'RMC, où elle était chroniqueuse, et donc elle ne l'est plus sur RMC, suite justement à ce tweet. Et c'est très bien que RMC prenne ce type de décision. C'est quand même assez grave. Là, on a vraiment quelque chose qui relève du racisme et de l'antisémitisme. Juste pour revenir encore une fois sur la nature de cette vidéo, on est d'accord que c'est illégal, cet acte-là? Oui, mais alors, les vidéos volées, vous l'aviez dit, Jean-Michel, dans un tweet, on peut très vite reprocher ça aussi à envoyé spécial et complément d'enquête. Le problème ici, c'est que la vidéo, elle a été manipulée. C'est ces séquences de 15 secondes. Et au début, je me suis dit, ils vont peut-être faire comme Mediapart, justement, qui donne un petit échantillon, et puis après, qui feuilletonne, comme on le fait depuis le 19e siècle dans la presse. Et en réalité, là, il n'y a pas eu de feuilletonnage, parce qu'ils n'avaient rien à montrer, c'était juste des vidéos bidonnées. D'ailleurs, Patrick Cohen a appelé à ce que cette vidéo soit diffusée dans son intégralité, ce qui n'a pas été le cas. Et Thomas Legrand, qui était tout récemment, il y a quelques minutes, au micro de France Inter, dans le rendez-vous de la médiatrice, a expliqué qu'il y avait plus d'une dizaine de points de montage. Donc on rappelle quand même que cette vidéo est tronquée. Jean-Michel Apathy, vous souhaitiez réagir? C'est une scène compliquée qui, moi en tout cas, ne me met pas forcément à l'aise, mais je voudrais préciser 2 points. Pendant 3 saisons, je crois, peut-être 2, j'aurais dû vérifier avant de venir, le service public a mis à l'antenne une émission qui s'appelait Les Infiltrés, où tout reposait sur des caméras cachées, des micros cachés, et les gens qui s'exprimaient devant les journalistes de cette émission ne savaient pas du tout que leurs propos seraient diffusés. Donc, moi, j'ai dénoncé cette émission sur tous les temps, mais j'ai perdu. Parce que c'est une pratique du journalisme, un journalisme qui, sans doute, puise sa réflexion dans l'anti-élitisme, de penser que lui-même doit se cacher parce que les interlocuteurs que vous interrogez ne font que mentir. Et c'était des journalistes du service public. Donc, aujourd'hui, venir dire « Ah, c'est une image volée », ça ne me paraît pas pertinent. Et de la même manière, je me souviens d'une période qui a un peu disparu, mais en fait, c'est toujours là. Je me souviens d'organes de presse qui étaient associés à des partis politiques, mais plutôt à gauche. L'humanité, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'ai participé à des débats. Les journalistes de l'humanité sont-ils des journalistes? Au début de ma carrière, j'ai pu répondre que non. Mais je pense que j'avais tort. Et donc, reprocher aux médias d'extrême droite d'être ce qu'ils sont, que voulez-vous? Il y a une représentation parlementaire. L'extrême droite n'est plus ce qu'elle a été. Elle a abandonné certaines choses. Elle en a gardé d'autres. Donc, du coup, il reste la vidéo tronquée. Ça, oui. Alors, et en demander l'intégralité, ça me paraît légitime. Juste pour peut-être finir sur cette partie de caméra cachée, est-ce que c'est légitime, pas légitime? On a retrouvé un extrait d'Élise Lucet, justement, puisqu'on parlait du service public à l'instant avec vous et son émission Cache Investigation, qui utilise beaucoup, justement, la caméra cachée. Elle s'en est expliquée, elle explique pourquoi, pour elle, c'est légitime d'employer cette méthode-là. Salut les amis, ça va? Moi, ça va pas mal. Et en fait, là, je suis en train de vous filmer. Vous en êtes pas rendu compte? Ah, regardez, je vous filme, en fait. Dans quelles circonstances on a le droit de filmer les gens à leur insu ou de les enregistrer au téléphone à leur insu? Ça se fait pas n'importe comment. D'abord, c'est un petit peu ce qu'on fait en dernier recours, quand on a tout essayé pour faire les choses en caméra ouverte. Là, j'ai fait une enquête hyper charpentée. J'ai tourné tout ce qu'il me fallait et je me retrouve face à un mur. Et il faut quand même que j'exerce le contradictoire, ou en tout cas que j'essaie d'obtenir des réponses. Dans ce cadre-là, si le sujet est d'intérêt général, que tout ce que je vais obtenir grâce à la caméra cachée ou à mon enregistrement téléphonique peut faire avancer l'enquête et que ça donne véritablement des informations à qui? À vous. Là, j'ai le droit d'utiliser une caméra cachée et uniquement dans ce cadre-là. Et bien sûr, il faut aussi respecter la vie privée. Donc voilà les règles, et si vous ne les respectez pas, une fois de plus, c'est tribunal correctionnel, vous pouvez être condamné, donc on ne joue pas avec ça, on fait attention. Sophie Kemener, peut-être une réaction par rapport aux critères qui viennent d'être annoncés. Bon, critères finalement relativement subjectifs d'Élise Lucet, on est d'accord, mais c'est les critères qu'elle donne. Oui, bien sûr, c'est subjectif, mais en même temps, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Elle dit, quand je fais une enquête et que j'arrive face à un mur, là, j'ai besoin d'utiliser ces méthodes-là, alors qui sont les siennes, et voilà, elle s'en explique. Mais là, ce qui change dans l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, c'est que finalement, l'idée est de dire qu'il y a un complot avant même que au moment même où les vidéos sont amenées à la connaissance du public via les réseaux sociaux, de manière de dire nous créons
les conditions pour dire qu'il y a un complot. Alors qu'on ne parle pas là d'une enquête sur les journalistes du service public, c'est pas la question. Alors, il y a effectivement la question de savoir quel est le média qui fait ça et quel projet politique il sous-tend. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut toujours se demander d'où viennent les choses parce que c'est notre métier, tout simplement. On remonte à la source, on dit, voilà, vous avez très bien décrit dans quel contexte ça arrive. Et ensuite, on a décidé, puisque c'est un peu ça qui est mis, que le fait qu'il y ait 2 journalistes du service public qui soient attablés avec des gens du Parti socialiste, déjà, c'est quelque chose d'anormal. C'est présenté de cette façon-là sur les réseaux sociaux. Et en gros, on voit bien que l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'il y a un immense complot dans l'ensemble de la maison de la radio pour essayer de soutenir un candidat PS à la présidentielle. Alors, on rappelle que la place éminente qu'occupe France Inter dans le paysage médiatique, je rappelle, Anne Hidalgo, 1,74% aux dernières élections présidentielles. Voilà, je pense que c'est bien de revenir à ces chiffres-là aussi. Néanmoins, effectivement, on l'entend beaucoup, et vous aussi en tant que journaliste, cette défiance qu'on a à l'égard du métier, en disant qu'il y a une connivence entre des journalistes politiques et des politiques et des personnalités politiques. Quand on voit effectivement dans le cadre d'un café ces 4 personnes discuter un peu à bâton rompu, est-ce que c'est normal ou pas normal? Est-ce que ça fait partie du travail d'éditorialiste ou de journaliste politique? Puisque c'est cette question-là que ça pose, la question du off, de comprendre si ça fait partie de la fonction. Vous êtes tous les 3 journalistes politiques, vous avez été éditorialiste pour certains. Léa Chamboncel, quelle est votre position par rapport au off, par rapport à ces rendez-vous informels? Est-ce que ça fait partie du job? À 100%. Pour moi, c'est assez évident et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que en fait, ces rendez-vous informels nous permettent d'avoir une certaine grille de lecture du fait politique. C'est-à-dire que si on avait uniquement les faits objectifs qui nous étaient apportés, ce serait difficile de pouvoir vraiment capter, décrypter ce qui se joue par ailleurs derrière, à savoir les rapports de force entre certaines personnalités, parfois aussi les incointances entre les uns, les autres, les unes, les autres. Donc je pense qu'il faut ces moments-là pour comprendre ce qui se joue aussi. Par ailleurs, et je pense que c'est assez symptomatique de notre système et de nos institutions aujourd'hui, il y a un manque de transparence de la vie politique de manière générale. Donc si nous, journalistes politiques, nous souhaitons avoir des informations, effectivement, on ne peut pas toujours les trouver sur la place publique. Donc il faut créer des liens. Et moi, j'ai même envie de vous dire, c'est finalement les moments que je préfère. Et je ne vais pas forcément rencontrer des personnalités politiques afin de leur soutirer des informations, pas du tout. Je vais les rencontrer pour comprendre comment fonctionne un parti en interne, quelles sont les différentes motions quand il s'agit du PS, etc., qui gravitent autour de qui potentiellement demain pourrait faire partie d'une équipe de campagne ou non. Et tous ces indicateurs, tous ces éléments-là nous permettent de mieux comprendre et de mieux décrypter la vie politique. Donc pour moi, ce sont des moments fondamentaux que je chéris énormément par ailleurs. Je comprends que ça nourrisse énormément de fantasmes, puisqu'effectivement... Peut-être parce qu'on ne le dit pas assez. Peut-être qu'on ne dit pas assez que le métier de journaliste politique, c'est peut-être d'aller voir des politiques, de prendre des cafés avec eux, d'aller déjeuner avec eux. À un moment donné, il s'agirait effectivement d'être honnête aussi sur ce qu'on fait. Alors peut-être que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière, mais je connais assez peu de journalistes politiques qui n'ont pas, disons, une certaine proximité avec certaines personnalités politiques. Je le vois très bien lorsque j'arrive en plateau sur certaines chaînes, même certaines chaînes du service public. En coulisses, tout le monde se claque la bise, se tutoie. En plateau, tout le monde se vous voit comme si personne ne se connaissait. Donc je pense qu'on gagnerait à avoir une certaine forme de sincérité, d'honnêteté par rapport à ça, oui. Jean-Michel Apathy. La connivence, c'est un reproche de tous les temps. C'est pas dans la période actuelle que nous vivons que ce procès monte. En vous écoutant, m'est revenu un souvenir. Loin du journalisme politique, mais je vais faire le pont avec le journalisme politique. Jean Lacouture a été un grand journaliste au Monde. Plutôt un reporter. Il a beaucoup travaillé sur des théâtres étrangers ou des théâtres sociaux. Il n'a jamais été journaliste politique. Il a beaucoup écrit sur le rugby, étant du Sud-Ouest. Et il disait, je n'ai jamais rencontré un joueur de rugby. Je n'ai jamais rencontré un dirigeant d'un club de rugby. J'ai toujours été spectateur des matchs et j'ai écrit sur les émotions que je ressentais quand je regardais un match. On peut faire du journalisme politique comme ça. C'est-à-dire que l'on peut être un analyste. On peut disposer des informations dont tout le monde dispose et écrire sur ce que vous suggèrent les connaissances que vous avez de la politique. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer les responsables politiques. Mais il vaut mieux en rencontrer. Je suis d'accord. Et il vaut mieux en rencontrer, vous citiez Beuve-Méry, en gardant une certaine distance. Ça n'est pas toujours facile, évidemment. Mais moi, j'ai vu des rédactions où les rédacteurs en chef habiles repéraient qu'un journaliste pouvait plutôt avoir
plutôt de gauche, il paraît que ça arrive, on le mettait sur les partis de droite. Des gens qui pouvaient être... J'ai vu, moi, des gens assez hostiles au Rassemblement national ou au Front national à l'époque, qui suivaient le Front national et qui essayaient de faire de l'information avec. Donc, on peut tout imaginer, en fait. Et franchement, s'il a fallu cette vidéo pour admettre l'idée que des journalistes rencontrent des responsables politiques, il ne faut pas avoir beaucoup regardé les affaires de presse de près pour découvrir cela, évidemment. Mais comment on parle avec eux ? Quel tutoiement on a, quel copinage on a, c'est toute la question. Et chaque journaliste apporte sa réponse. Il fait comme il peut, le journaliste. Il fait comme il peut. Justement, on va écouter une journaliste politique qui fait partie du paysage, Nathalie Saint-Cré, qui s'exprimait justement à ce sujet-là, entre la différence entre un café, un déjeuner et peut-être un dîner. Et après, on écoutera effectivement vos réactions. Les politiques, il vous arrive de les fréquenter en dehors des plateaux, de faire des déjeuners, Bien des sûr, dîners bien sûr. Alors, tout de suite, pas de dîner. Parce que le dîner, pour moi, ça fait partie de l'intime. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose pour aller choper des informations. Le déjeuner, dans le temps, je le faisais avec des groupes de journalistes. Maintenant, j'ai plutôt tendance à le faire en tête-à-tête, ou prendre un café d'ailleurs, parce que certains n'ont rien à dire. Donc le café suffit largement. C'est plus rapide. Hein. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la collusion... Parce qu'il y a ça dans l'idée de l'esprit de certaines personnes. Mais écoute, tous ces gens sont du même monde, se connaissent. Je vais encore me fâcher avec plein de gens, là. Mais je commence à en avoir assez qu'on stigmatise, comme on dit, les journalistes politiques comme si on était maqués, entre guillemets, avec la classe politique. En général, quand on déjeune avec eux, on paie. On se fait rembourser, hein, mais on paie, donc on ne se fait pas... Ça fait partie de votre travail, donc c'est en note de frais, vous allez chercher des infos. Il ne faut pas passer sa vie à faire ça. Mais je pense que d'une certaine manière, les connaître en les voyant une fois de temps en temps permet, le moment venu, quand on a besoin d'une information, d'envoyer un SMS. Swazik Kemener, quand on entend justement Nathalie Saint-Cré, qu'elle dit qu'elle est aussi sollicitée, ce qui est le cas d'ailleurs dans l'affaire, on va l'appeler comme ça, où il appelait le Coucou Gate récemment, Thomas Legrand, ce sont ces mots qu'il a prononcés il y a peu de temps. C'était d'ailleurs sur la demande de ces cadres du Parti Socialiste. Donc j'imagine que vous aussi, vous êtes approché, on vous demande, pour vous rencontrer, on tente sans doute de vous séduire aussi, d'arriver à obtenir vos faveurs. En fait, c'est quoi la politique? C'est du rapport de force. Et le rapport entre les journalistes et les politiques, c'est aussi souvent du rapport de force. D'ailleurs, à l'origine de la rencontre, c'est ce que racontent Patrick Cohen et Thomas Legrand, ils expliquent, c'est que le Parti Socialiste n'était pas content du traitement par les éditorialistes de France Inter du Parti Socialiste. Donc, ils sollicitent en toute fin de saison, on est au mois de juillet dernier, cette rencontre justement pour mettre des choses au point. Ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les rapports avec les journalistes politiques, ça se passe mal. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est bien normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même objectif. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'avoir des informations, de décrypter au mieux la scène politique, puisque le politique, il a envie qu'on parle en bien de lui. Donc, au départ, on n'est pas d'accord. Donc, il y a un hiatus. C'est ça qui crée ce rapport de force qui est intéressant. Et pourquoi aller faire des déjeuners? Alors, c'est le fantasme absolu. Il se trouve qu'avant d'être journaliste politique, j'ai été journaliste reporter, journaliste société pendant 10 ans. Et même, je dois reconnaître que moi, à l'époque, journaliste société, je fais des faits divers, etc. Je regardais ces journalistes politiques un peu du coin de l'œil en disant mais ils font pas le même travail que moi. Puis je me suis retrouvée de l'autre côté et je me suis rendu compte que finalement être journaliste politique, quand j'étais reporter politique, c'était passer beaucoup de temps dans un train devant des toilettes malodorantes à attendre que de pouvoir parler aux politiques qui étaient à l'autre bout du wagon. C'est beaucoup d'attente, c'est pas un métier de salon, ça n'existe plus, c'est fini. Donc effectivement, il peut y avoir des rendez-vous, des déjeuners qui sont souvent en groupe, on n'a pas beaucoup de temps, c'est 1 heure. Donc on est d'accord aussi avec des règles. Là, Nathalie Saint-Cré disait j'accepte jamais de dîner par exemple. J'imagine que vous aussi, vous vous fixez des règles en disant... Oui, mais c'est parce pour garder la bonne distance, effectivement, jamais de dîner. Jamais de dîner parce que c'est une hygiène personnelle, parce que je pense qu'il n'y a pas que la politique dans la vie et qu'il faut vivre, aller au spectacle, il y a des connivences etc. aussi entre journalistes et hommes politiques, ça Bien existe. sûr. Quand vous dites connivence, il y a de tout, quoi. C'est des amitiés, Oui, bien sûr, des amitiés, des histoires d'amour. Bien sûr, des papiers sympathiques qui sont quelques faits. exemples. Il peut y avoir beaucoup de choses. C'est de la pâte humaine. Oui, bien On sûr. peut définir au micro des règles et des principes, mais après ces règles et ces principes, chaque individu les applique. D'ailleurs, on le voit bien avec Élise Lucet. Élise Lucet fait toute seule la loi du journalisme, mais ça ne vaut que pour elle. Et donc, chacun s'adapte comme il peut. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, moi j'ai fait beaucoup de reportages politiques sur le terrain. Je n'ai fait que du journalisme politique dans ma vie. J'ai fait beaucoup de reportages politiques. Il y a une tension parce que vous voyez des collègues à vous, pendant un congrès ou quand on est à plusieurs, qui ont une capacité d'accès à certains responsables politiques que vous n'avez pas. Et donc vous pensez que le papier du lendemain du copain sera plus nourri que le vôtre. Et donc du coup, ce sont des éléments psychologiques qui modifient la manière
que vous avez de travailler. C'est compliqué comme scène. Alors, il faut, j'en reviens à la phrase de Beuve-Méry, toujours garder la distance. Mais parfois, la distance, elle est faible. Hein. Faut pas, c'est pas facile, quoi, tout le temps. Voilà. Léa Chamboncel ? Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis, comme vous le disiez, je pense qu'il faut remettre les choses un peu à plat. Ça reste des rapports humains. Je veux dire, il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien. Il faut bien l'admettre. Moi, il y a des responsables politiques avec qui je m'entends particulièrement bien d'un point de vue, disons, humain, et qui sont devenus par ailleurs peut-être pas des amis, mais enfin un peu de copinage. Pour autant, je ne suis pas forcément d'accord sur le fond, et j'apprécie ces personnes. Par ailleurs, il m'arrive d'être très proche d'un point de vue amical, mais aussi idéologique avec certaines personnes. Et pour autant, lorsque je suis en interview, même si je les connais, même si je les tutoie, même si je les fréquente et qu'on dîne ensemble, ça peut arriver, lorsque je suis en interview, je suis dans une posture différente. C'est-à-dire que moi, mon objectif en tant que journaliste politique, lorsque j'interviewe une personnalité politique, c'est de faire émerger la vérité. Et pour ce faire, notamment, les mettre face à leurs contradictions. Et ça, peu importe qui est face à moi. Ça veut dire ça peut être quelqu'un avec qui, effectivement, j'aurais peut-être dîné la semaine d'avant, je le ferai de la même façon. Avouez peut-être, Léa Chamboncel, que c'est plus facile à faire avec quelqu'un avec qui vous ne partagez pas forcément les opinions, Pas que vous n'allez pas retrouver le soir et qui est votre meilleur ami, par exemple, ou pas un forcément, ami. Alors, ça c'est sûr, j'aurais plus de facilité à aller dîner avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, ça c'est évident. Mais pour autant, moi, j'ai des personnes qui se sont fâchées avec moi parce qu'elles pensaient que j'étais acquise à la cause, en se disant « Ah, mais j'ai été surprise de ta réaction. » Oui, mais c'est pas parce que effectivement, je partage certains moments avec toi de manière personnelle et intime que pour autant, je ne vais pas être en contradiction face à toi en interview. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut essayer de déconstruire. Bien sûr, spécifier effectivement que c'est un métier avec de la matière humaine, avec des émotions, avec des relations, mais qu'il y a des règles. On a parlé de règles de citer ses sources, de les vérifier. Et une autre, c'est d'avoir une indépendance d'esprit, une honnêteté aussi dans les faits que l'on raconte. On peut évidemment avoir des opinions, mais la question, c'est aussi de comment on amène les choses de manière la plus factuelle possible, quitte à savoir aussi penser contre soi-même. Alexis Lévrier. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de vos confrères qui sont allés un peu loin dans la consanguinité, dans la connivence revendiquée. Je pense à François-Olivier Gisbert, qui disait à Marion Van Rettergem, qui faisait un livre sur lui, moi je baise avec le pouvoir. Donc c'était sa phrase, et ça le conduit à des erreurs. Par exemple, dans l'affaire Clearstream, il a obligé Le Point à aller épouser la version de Dominique de Villepin, avec lequel il avait une amitié quasi fusionnelle à l'époque. Et donc Le Point a titré sur le fait que Nicolas Sarkozy était mouillé dans l'affaire Clearstream, ce qui était faux. C'était totalement faux. Et là, il a été pris au piège de son amitié avec un homme politique. Et ça a été dit par beaucoup. Il faisait toujours un livre à la gloire, souvent du président, et puis après, quand l'étoile du président pâlissait, il faisait un livre contre ce même président. Ça, c'est un travail de mémorialiste, c'est Saint-Simon. On attend que ce soit fini et on raconte les moments cachés. Le travail de journaliste, c'est de dire les faits quand ils ont de l'importance pour l'opinion publique. Oui. Et je crois que il faut cadrer un peu les choses. Je pense notamment à certaines dérives qu'on a pu avoir, et ça avait été raconté, montré même par l'émission. Je crois que c'était le Petit Journal encore. C'était pas encore quotidien. C'était Hugo Clément qui avait accompagné un voyage du Premier ministre. Nicolas Doménac, c'est ça ? Voilà. Ouais. C'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à ce moment-là. Et on voit Nicolas Doménac dans un moment terrible pour lui, puisque Hugo Clément a découvert qu'il avait voyagé en fait dans l'avion du Premier ministre, donc aux frais de l'État. Et là, il est avec un verre de champagne d'un côté, des petits fours de l'autre, et Hugo Clément lui dit « Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être connivant ?» Et il ressort cette phrase de Beuve-Méry dont vous parliez. Là. Moi, j'ai donné... Vous l'avez même cité dans un de vos livres, donc apparemment c'est une phrase qui inspire. J'en ai fait le titre d'un de mes livres, parce qu'elle est très intéressante. Mais même Beuve-Méry, il a eu des amitiés avec des politiques. Il a été ami avec Jean Monnet, il a été ami avec Mendes France. Donc même pour lui, ça ne fonctionnait pas complètement. Donc c'est comme vous le disiez, c'est de la matière humaine, c'est toujours complexe. Mais là, on a un cas chimiquement pur de connivence. Il est pris la main dans le sac, en quelque sorte. Il a voyagé aux frais de l'État et il est dans un cocktail auquel ne sont pas confiés les autres journalistes. Et ce qu'il dit en réponse à Hugo Clément, c'est le journalisme, c'est le maximum de contact et après le maximum de distance. Et c'est faux. Beuve-Méry n'a jamais dit ça. Jean Lacouture, que vous citiez tout à l'heure, il disait que Beuve-Méry leur disait « Vous avez le droit d'accepter les invitations de politique à condition, bien sûr, de cracher dans les plats. » Et là, Nicolas Doménac, il ne crache pas dans le plat. Il se resserre. Je voulais juste citer une source assez intéressante, petit moment culture. Une autrice qui a travaillé là-dessus, qui est Joanne Didion, qui a travaillé sur justement le journalisme politique, qui elle était plus journaliste société, et qui a découvert le monde politique à travers une campagne qu'elle a suivie aux États-Unis, et qui montrait justement à quel point elle était choquée de voir cette proximité entre les journalistes politiques et le monde politique réellement. Et l'affaire de l'avion, elle cite une affaire similaire en se disant, l'équipe de campagne lui disent « Vous montez dans l'avion avec nous », elle est vraiment abasourdie en se disant « Mais je ne comprends pas, en fait, je vois pas pourquoi ». Et en plus, elle est bien reçue, etc., etc. Donc c'est quand même assez symptomatique, effectivement. Et il faut, je pense, encore une fois,
essayer de déconstruire ces moments-là. Les choses ont aussi changé. Je pense qu'il y a une certaine transparence qui commence. Le métier de journaliste tel qu'on l'a fait il y a quelques années, il y a des décennies encore, et comme on le fait aujourd'hui, peut-être que les choses ont aussi un peu évolué. Je pense que notre génération, que je me place un peu plus jeune que c'est sans doute un fait. Ce n'est pas une perception. On n'est pas tout à fait encore dans le même rapport, mais il y a certaines choses qui quand même. On en parlera justement des changements avec des nouveaux formats. Corriger à peine un peu votre propos. Imaginez que aux États-Unis, le journalisme n'est qu'indépendance. C'est quand même risqué de. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'être dans l'erreur. Je n'ai absolument pas dit ça. Ça n'est pas un modèle, le journalisme américain, en fait. Je n'ai pas dit que le journalisme. Le problème des sociétés, c'est qu'elles ont une culture et que le mode d'approche de ceux qui dirigent la société, donc des responsables politiques, varie selon les cultures. Chacun cherche, mettons, à faire le mieux possible son travail, et chacun le fait avec des manières qui sont attachées à sa culture. Les Américains travaillent comme ils travaillent, les Français travaillent comme ils travaillent, et il n'y en a pas un qui travaille mieux ou plus mal que les autres. Allez, oui, Sophie Kemener, rapidement, après on reviendra sur la vidéo. Allez-y. Juste, moi je me souviens de m'être retrouvée dans ce moment, vous savez, où Nicolas Sarkozy avait fait un off, c'était pendant la campagne de 2012, c'est le moment où François Hollande fait son discours du Bourget, et tous les journalistes qui le suivent en Guyane, dont je suis, sont conviés à la préfecture. Sur le moment, on ne sait pas où on va, on se retrouve dans des cas, on ne sait pas où on arrive. Alors effectivement, c'est aux frais de l'État, puisqu'on est invité à dîner, ce qu'on ne savait pas, on le découvre en arrivant à la préfecture. En même temps, il n'est pas question une seconde de s'en aller. C'est-à-dire que le président de la République, qui est en campagne présidentielle, non encore assumé, mais en tout cas qui va bientôt être face à François Hollande. Donc, ils discutent pendant 3 heures dans la nuit. On se retrouve dans cette situation un peu compliquée parce qu'on a la table du président de la République et en même temps, il expose sa campagne, etc. Il n'y a pas une seconde où il y a un journaliste qui s'est levé, on devait être 30, puisqu'il y avait plusieurs tables, qui s'est levé, qui a dit « Je ne mangerai pas de ce pain-là » et c'était hors de question parce que l'information primait surtout. Et c'était quoi l'important? C'était de le raconter ensuite ce qui se passait, c'est-à-dire ce duel à distance entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. La vie de journaliste, c'est dans une seconde et on y va parce que l'information est plus forte que tout. Sachant qu'on sait que parfois le off, c'est juste du on décalé, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie évidemment de la part des personnels politiques de faire du off. Donc on résume ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, on a identifié la source de cette vidéo, on l'a contextualisée, vous avez raconté les uns et les autres votre métier en disant que finalement, il n'y a rien d'anormal à côtoyer les personnalités politiques avec les réserves que vous avez chacun et chacune formulées. Maintenant, reprenons la nature des propos qui ont été cités. Donc, on a cette phrase de Thomas Legrand qui dit « Patrick Cohen, Patrick et moi, on fait ce qu'il faut pour Dati ». Donc, ça a été Rachida Dati, c'est cette phrase qui a été pointée du doigt. Et ensuite, tout un dialogue autour de la candidature potentielle de Raphaël Glucksmann et là où devrait se situer par rapport à un échiquier politique des forces de gauche. Est-ce que pour vous, sans forcément juger votre confrère, d'ailleurs lui-même a reconnu que les propos avaient été dits à l'emporte-pièce, il y a un problème de distance à cet endroit-là? Jean-Michel Apathy. Oui, je le disais au tout début, c'est une vidéo qui met mal à l'aise. Moi, il m'a semblé important de la commenter pour ne pas fuir le débat. Quand on voit et qu'on entend ce que nous propose cette vidéo, j'ai le sentiment que la distance n'est pas bonne du fait des propos de Thomas Legrand. Notamment quand il dit, vous savez, les auditeurs de France Inter, ils écoutent beaucoup, ce sont des électeurs de centre-gauche, centre-droite, des électeurs de Raphaël Glucksmann. Bon, bien sûr, alors on peut dire c'est de l'analyse, c'est du constat, je ne sais pas comment il le fait d'ailleurs, je ne sais pas d'où il tire ce sentiment, si c'est objectif ou si c'est très subjectif, mais le dire à des responsables socialistes qui eux-mêmes se cherchent un chef de file, évidemment que quand on a ce bout de dialogue, on pense que la distance n'est pas bonne. Enfin, moi je le pense, je ne dis pas on, mais la distance ne paraît pas bonne. Alors, pour ça que l'ensemble de la vidéo serait bienvenu, on ne l'aura jamais, pour voir un peu comment il se situe. Et la phrase sur Rachida Dati, Thomas Legrand lui-même convient qu'elle est équivoque, qu'elle peut prêter à beaucoup d'interprétations. Il a dit derrière, je m'en occuperai journalistiquement pour dénoncer ces mensonges, ces fake news, etc. Mais comme on a tous en tête, parce qu'on connaît, les auditeurs peut-être le savent aussi, le conflit qui existe entre Rachida Dati et Patrick Cohen, c'est-à-dire une posture totalement condamnable et injustifiable de Rachida Dati, agressive vis-à-vis de Patrick Cohen sur le plateau de France 5, on peut avoir le sentiment qu'il y a là une volonté de revanche, de rendre coup pour coup aux responsables politiques qui se comportent comme ils ne devraient pas se comporter. Et moi, le malaise que j'ai ressenti
en voyant cette vidéo, il est lié à tout ça. Alors après, bien sûr, j'aurais envie d'avoir la vidéo complète, mais je pense que ça, c'est pas le pieux. Oui, bien sûr. Sophie Kemener, juste sur cette distance avant d'écouter Thomas Legrand. Moi, il y a effectivement cette phrase-là, particulièrement, nous, on fait ce qu'il faut pour Dati. Cette phrase-là, elle m'arrête, elle m'interroge, et elle n'est pas possible, puisqu'elle donne l'impression que le journaliste va s'immiscer dans le jeu politique, il va essayer de peser. Un éditorialiste donne son avis, donne son opinion, mais pas dans le but d'empêcher quelqu'un politiquement d'accéder à la mairie de Paris, puisque c'est ça dont on parle. Il a reconnu, d'ailleurs, que cette phrase était malvenue. Après, quand il parle de stratégie avec le Parti socialiste, c'est très classique que les gens du Parti socialiste ou d'autres partis disent « Qu'est-ce que vous en pensez ?» On est dans une discussion à bâton rompu. Sachant qu'il n'a pas délivré non plus des secrets incroyables. Non, il livre son analyse. C'est un peu ce qu'il aurait pu faire s'il était intervenu dans n'importe quelle émission. D'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit même dans ses papiers. Il a écrit dans l'IB. Il dit exactement ce qu'il pense, il est interrogé sur ce qu'il pense et il répond. Voilà. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est absolument pas problématique. Il y a juste cette petite phrase exactement qui le fait passer d'un autre côté. Alors justement, Thomas Legrand, il s'est exprimé publiquement, on va dire, sur les ondes de Radio France il y a à peu près une demi-heure. C'était dans le journal de la médiatrice. On l'écoute tout de suite. C'est normal en tant qu'éditorialiste, moi je commente, j'ai un peu le complexe du commentateur, vous savez, celui qui commente des gens qui font des choses. Et donc je leur dois, quand ils sont pas contents, je leur dois des explications. J'avais fait un édito aussi qui disait que Bruno Retailleau avait l'air plus sincère, et c'est pour ça qu'il a gagné la bataille à LR que Wauquiez. Eh bien il y a des proches de Wauquiez qui m'ont appelé et je leur ai expliqué. Si vous m'aviez filmé à ce moment-là, eh ben vous auriez pu constater avec un bon montage que j'avais l'air d'être wauquiériste. Je suis ni wauquiériste ni glucksmannien. Je fais des analyses et tout ce que j'ai dit dans ce restaurant, je l'ai écrit dans Libération. Voilà. Et c'est ça. Je sais que c'est très compliqué à comprendre pour les auditeurs, mais on doit rencontrer des hommes politiques. Ça se passe bien, ça se passe mal. Quand ça se passe mal, eh ben on essaye d'avoir l'air un peu sympa avec eux pour rester. Voilà. Et quand c'est filmé et que c'est coupé, eh bien, ça crée le coucou gate là qui nous occupe aujourd'hui et qui franchement m'étonne dans son ampleur. Alors, ça l'étonne dans son ampleur. S'il y a eu une telle ampleur, Alexis Lévrier, c'est aussi parce que cette vidéo, cette polémique a été reprise par des personnalités politiques. Donc, on a cité Rachida Dati, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnalités politiques. Même des gens de la majorité. Des gens de la majorité. Et Rachida Dati, évidemment. Dans quelle mesure, justement, on est passé de la divulgation de cette vidéo à une instrumentalisation par les personnalités politiques ? Il faut contextualiser cette vidéo. On est dans le cadre d'attaques permanentes contre l'audiovisuel public de la part de Rachida Dati, notamment. Ça épouse le discours des médias Bolloré. Et précisément, dès qu'elle a été nommée ministre de la Culture, c'était en janvier 2024, elle a fait 2 interviews dans les pages du JDD et une note sur CNews. Donc, elle a déjà choisi ses sources, ses canaux. Et elle a expliqué qu'il n'y avait pas du tout de problème de pluralisme au sein des médias Bolloré, alors que le Conseil d'État venait de sommer l'Arcom de mieux prendre en compte ce pluralisme. Et elle a dit, en revanche, il y a un problème de pluralisme dans l'audiovisuel public et je vais m'y attaquer. Donc, c'est une croisade qu'elle mène. Et c'est pour ça que cette vidéo ne peut pas être comprise en dehors de ce contexte-là. Alors, juste d'abord, un premier élément, ce sont des éditorialistes. Et il faut toujours le rappeler à vos auditeurs. Le journalisme d'opinion et le journalisme d'information, ce sont 2 choses différentes. Et même un rubricaire politique ne fait pas le même travail qu'un éditorialiste. Donc, un rubricaire, un chef de rubrique ou quelqu'un qui travaille sur le terrain. Voilà, qui suit les affaires d'un parti politique. Mais ça, j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour bien l'expliquer, parce que c'est pas si évident, finalement, pour le grand public de comprendre la différence entre un journaliste politique, un éditorialiste. C'est tous des journalistes déjà. C'est tous des journalistes. Il y a des journalistes qui sont des rubricards, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui suit les affaires du Parti socialiste et un autre qui suit les affaires des Républicains ou du Rassemblement national, et chacun passe leur vie avec leur coco et pas avec les autres. Donc ils ne font pas toute la politique, ils sont spécialisés. Moi, je suis des années le Parti socialiste. Je n'ai jamais suivi la droite. Pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis après, vous avez des éditorialistes qui ont une fonction d'éclairage de l'information, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a une information qui est là, et vous essayez d'expliquer, de contextualiser, de faire ce que vous voulez avec, mais... Ils donnent un point de vue, on leur demande d'avoir un point de vue. Et parfois un point de vue, parfois un sentiment, c'est parfois de l'analyse. C'est pas non plus... c'est subjectif, l'analyse. C'est pas que ça soit objectif, mais cette c'est pas forcément... elle est assumée et elle est autorisée. Oui, absolument. Et tout ça, ce sont des journalistes politiques. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Le journalisme d'opinion, il apparaît
un peu après le journalisme d'information, à la fin du XVIIe siècle, dans des suppléments de gazettes. Les gazettes, le journaliste se taisait, l'information se donnait l'impression de s'énoncer d'elle-même, comme s'il n'y avait pas de journaliste, c'était une fiction bien sûr, mais c'était l'idée, on est au service de la vérité pure. Et on a commencé à publier des suppléments de gazettes qu'on appelle les lardons, où le même journaliste, souvent, disait « je » et jugeait ces faits qu'il venait de délivrer. Donc, il faut toujours garder cette séparation parce que l'éditorial qui apparaît au XIXe siècle, c'est le prolongement de ce journalisme d'opinion qui est tout à fait légitime, à condition qu'il s'appuie sur des faits. Hein. Il y a le même devoir, ça qui engage tous les journalistes, on ne manipule pas l'information. Mais ce que font Patrick Cohen et Thomas Legrand, c'est ce qu'ont demandé à Jean Daniel, à Albert Camus, qui avaient été reporters dans un premier temps, tous les deux. Donc c'est souvent appuyé sur une expérience de terrain, c'est l'aboutissement d'une carrière. Une fin de carrière. Souvent, et à ce moment-là, on leur donne l'autorisation de dire « je » ou de dire nous, si ça engage la totalité d'une rédaction, mais là, ce sont deux journalistes qui ont une subjectivité assumée, et donc les propos qui sont tenus. Et pour ce qui est de Rachida Dati, pour la phrase, je peux comprendre qu'elle gêne, hein, bien sûr, mais il faut voir le moment qu'on a vécu en juin. Enfin, c'est un moment inédit. La scène dont on parle est une scène ultra banale. La scène qu'on a vécue sur le plateau de C'est à vous, c'est du jamais vu dans les médias français. Même quand Perfit allait à l'ORTF, il s'en prenait pas, allez, on se zitrone de cette manière-là. C'était impossible. Là, elle le menace d'un article 40 sur la base, c'est sans doute la première fois qu'elle se réfère positivement à un article de Mediapart, c'était assez drôle de ce point de vue-là, mais la violence de ce moment-là, qui après s'élargit à Anne-Elisabeth Lemoine quand elle essaye de défendre son journaliste, est totalement inédite. Et moi, je pense que les 33 000 cartes de presse françaises devraient s'occuper de Rachida Dati. C'est-à-dire que là, on est dans un bras de fer entre une ministre et l'ensemble de la profession journalistique. Elle veut faire taire les journalistes, elle s'en prend à eux en permanence. Soisy Kemener, je vous sens un peu plus nuancé. Oui, moi je pense que la question, c'est vraiment l'audiovisuel public, ce que va devenir la fameuse loi sur l'audiovisuel public. On sait que là, pour l'instant, l'Assemblée ne siège pas. On sait que les bouleversements politiques font que on ne sait pas si Rachida Dati va rester ministre de la Culture. C'est probable, mais on n'est pas certain au moment où on parle. Donc, il y a énormément de tensions sur ce point précis. Donc, pour moi, Rachida Dati, c'est pas une question de l'ensemble de la profession. Là, on est clairement sur que va devenir l'audiovisuel public et que va devenir cette loi qui est quand même censée être sa loi. Alors qu'elle est ministre de la Culture simplement depuis quelques mois. Donc, moi, je le lis plus comme ça. Et après, je ne pense pas que vous racontez ce qui s'est passé, ce qui est totalement exact sur France 5, mais je ne pense pas que ça justifie la phrase. Parce que notre devoir, à nous tous, et c'est notre devoir éminent... Dans quel contexte elle a été dite ? Oui, mais c'est de garder le sang-froid. Et c'est très dur parfois. Et je pense que c'est... Vous dites garder le sang-froid, que l'on soit filmé ou pas filmé. En permanence, et c'est l'époque qui veut ça, effectivement, et chacun de nous, sans doute, on n'y arrive pas en permanence, mais on doit tendre vers ça. Pourquoi ? Parce qu'on va vers une élection présidentielle délétère. C'est-à-dire qu'il nous reste 18 mois, les termes du contrat sont posés, j'ose dire, quand on voit le battage autour de quelque chose qui... Ça, on aurait dû en parler 2 ou 3 jours, pas plus. C'est-à-dire que, effectivement, il y a la caisse de résonance des réseaux sociaux, etc. Mais là, c'est en train de devenir un énorme scandale, alors que je pense qu'en temps plus normaux, ça se serait éteint au bout de 3-4 jours. Mais comme vous dites, parce qu'on est dans un contexte aussi très sensible, de polarité, avec des instrumentations politiques multiples, avec aussi tous des médias du groupe Bolloré qui en parlent en permanence et qui en font... Je ne dirais pas les choses comme vous. Allez-y. Tout à l'heure, Soisy parlait de rapport de force. Les médias Bolloré, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont installé un rapport de force. C'est-à-dire qu'une information dont ils se saisissent, ils arrivent, avec de la bonne foi, avec de la mauvaise foi, peu importe, mais ils arrivent à lui donner un impact, une force qui fait que beaucoup de médias se saisissent de cette vidéo comme de beaucoup d'autres informations. Beaucoup de faits divers sont portés par CNews et s'installent auprès de rédactions qui peut-être n'y auraient pas accordé cette importance-là. Et si les médias Bolloré, d'une certaine manière, CNews essentiellement d'ailleurs, si CNews a cette force-là, c'est que ça correspond à un courant de pensée qui est plus important aujourd'hui qu'avant, ça correspond à des forces politiques qui sont la traduction de ce courant de pensée. Enfin, tout ça n'est pas suspendu dans le vide, tout ça est très structuré, et c'est structuré par la vie sociale, par le ressenti des gens, par plein de choses qui ne sont pas illégitimes puisque nous sommes dans une démocratie. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une construction intellectuelle et sociale qui fait que cette vidéo, elle n'est pas anodine parce qu'elle exprime quelque chose
dans le cadre général. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs sur France Culture d'en parler, d'y consacrer une heure Par pour mieux exemple. comprendre effectivement les mécanismes de l'information, ce que c'est qu'un métier d'éditorialiste. Vous disiez, Alexis Lévrier, que justement le rôle d'éditorialiste était un petit peu sacralisé, ça arrivait en fin de carrière, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Non plus. Oh, vous êtes plutôt en fin qu'en début, peut-être, Jean-Michel Apathy, même si Vous la ne fin est encore connaissez pas mon espérance de vie, donc je ne vous permets pas de dire ça. Voilà. Néanmoins, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame un peu éditorialiste. Oui. Vous parlez de CNews, c'est peut-être les chaînes d'information continue qui ont fait qu'il y a une sorte d'économie du commentaire. Donc, ils sont peut-être aussi un peu victimes de ça, Patrick Cohen et Thomas Legrand-Sire, que éditorialiste. Le problème, c'est que c'est un terme prestigieux de l'histoire de la presse et qu'on ne doit pas utiliser à tort et à travers. Et aujourd'hui, mais c'est justement le sens de la recommandation du Conseil d'État de mieux prendre en compte le pluralisme. Même Philippe de Villiers était considéré comme un éditorialiste sur CNews. Ça évitait le compter comme politique. Ça fait rire, ça. Ben oui, ça fait rire. Donc, il faut rappeler que l'éditorialiste, c'est d'abord un journaliste. Et un journaliste auquel on donne le droit de dire je parce qu'il a une expérience qui le permet. Aujourd'hui, n'importe qui, et beaucoup de gens, principalement, même des gens qui n'ont pas de carte de presse, se voient qualifiés de ce titre. Et on a des plateaux. Benjamin Duhamel, hier soir dans Quotidien, disait CNews est une chaîne d'opinion. Et il avait raison. Et ce matin, Charlotte Dornelas répondait oui, bien sûr qu'on est une chaîne d'opinion. Eh ben, elle a tort de le dire, de l'avouer, puisque ça n'est pas une chaîne d'opinion. C'est une chaîne d'information qui a signé, c'est une fréquence publique et qui a bénéficié d'une reconduction contrairement à C8, mais avec une convention encore plus dure et qui lui impose de faire de l'information et pas de l'opinion. Donc ces gens contreviennent à tous les principes de la presse et puis du droit même de la loi de 86 qu'ils sont censés respecter. Quelle couleur vous préférez pour le mur? France Culture. Pour le mur, quel mur? La fabrique de l'information. Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. François Saltiel. Voilà, un petit clin d'œil à un éditorialiste reconnu de notre paysage médiatique, Jean-Pierre. Il n'a jamais été éditorialiste. Il a été intervieweur politique. Vous voyez. Mais vous voyez comme quoi les frontières sont poreuses. Alain Duhamel a su faire les deux. Jean-Pierre Elkabbach, jamais. Il n'a jamais. Ça a été un excellent intervieweur. Pas sans défaut, si on parle de la connivence. Très engagé. Sur Jean-Pierre Elkabbach, il y aurait beaucoup de choses. Mais un talent formidable. Et il a fait parler, il a accouché des responsables politiques et des choses formidables. Et avec un certain sens du spectacle, évidemment. On parlait justement de fracasser, là, on l'entendait, ce qui se fracasse peut-être, et je le vois d'ailleurs, parce que ça reprend les messages qu'on reçoit actuellement sur la chaîne YouTube de France Culture, où cette émission est diffusée. On a beaucoup de messages d'auditeurs qui parlent de la confiance, que finalement, cet événement qui prend tant d'ampleur, c'est peut-être qu'il révèle le lien rompu de confiance entre le public et les médias, nous dit Éric Doc, et Sarbacane va à peu près dans le même sens avec un autre message. Léa Chamboncel, c'est vraiment la question de la confiance. On l'a dit, peut-être le métier d'éditorialiste dévoyé, cette lisibilité pas simple entre donner ses opinions, pas ses opinions. Aussi peut-être entre le journaliste et le militantisme. C'est quelque chose que l'on entend parfois aussi lorsqu'on parle des jeunes générations de journalistes qui sont assez incarnés, qui vont sur les réseaux sociaux. Alors Alexis Lévrier nous l'a dit, c'est pas nouveau de dire « je » et de parler à la première personne. Néanmoins, est-ce que c'est des reproches que vous entendez, vous aussi ? Oui, et puis qu'on me fait régulièrement par ailleurs, mais moi ça m'agace un peu, je vais vous dire, parce que j'ai pas particulièrement le sentiment d'être militante lorsque je dénonce des inégalités qui sont par ailleurs particulièrement bien documentées par soit des faits scientifiques, soit par ailleurs aussi des ONG et autres journalistes qui font leur travail aussi d'investigation. Et ce qui est marrant, c'est que finalement c'est un qualificatif que l'on qui est propre aux journalistes qui se disent plutôt de gauche et qui assument le fait d'être de gauche. On va rarement dire à des journalistes de CNews, par exemple, qui sont militants. Et donc, je trouve que là, il y a quand même déjà un certain biais, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut changer aussi notre regard. Peut-être se positionner, faire un pas de côté par rapport au discours un peu dominant, avoir un regard différent. C'est d'ailleurs ce que je propose à travers mon travail, avoir un regard féministe sur la politique. C'est assez inédit. Ça permet de voir les choses différemment. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir de plus en plus intégrer aussi dans les médias, disons, un peu mainstream, qui sont encore, à mon avis, un peu trop colonisés par des imaginaires qui sont dominants et dans lesquels on a parfois du mal à déconstruire un certain nombre de choses. Et moi,
et je le vois, et les choses évoluent. Moi, par exemple, il y a un certain temps, lorsque j'ai lancé mon média, qui était un podcast en 2020, on regardait ça, les médias mainstream, France Culture et d'autres, regardaient ça, Popol, absolument, regardaient ça d'un œil un peu, méfiant, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, de fil en aiguille, on commençait à y trouver un intérêt, parce qu'effectivement, ils ont compris qu'il y avait une certaine qualité, une expertise derrière ce travail, et qu'il y avait aussi une façon de faire, une façon de s'adresser à une audience qui décroche des formats traditionnels et mainstream, disons, des médias dominants, et qui finalement cherche aujourd'hui à toucher cette audience. Donc je pense que on est à un moment où les choses sont en train de changer, et c'est pas et je trouve que c'est dommage de nous traiter de militants sans cesse. Alors bon, moi c'est pas un gros mot, bien loin de là, mais disons que c'est pas forcément là-dedans. C'est pas un métier, oui, c'est par pas ailleurs, celui de journaliste. Je peux effectivement porter, et partager d'un point de vue idéologique et sur le fond un certain nombre d'idées avec un certain nombre de partis politiques. Pour autant, je n'ai jamais vraiment milité dans un parti politique, et je ne milite dans aucun parti politique. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, il y a même des militants de certains partis politiques qui m'en veulent de prendre des positions qui les surprennent. Donc il faut, je pense, garder effectivement une certaine distance, ne pas tout confondre. Voilà. Alors vous parlez justement de formats qui changent. Néanmoins, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est l'érosion de la confiance à l'égard de la profession journalistique. Elle est mesurée chaque année, vous le savez, par le baromètre Kantar. Enfin, je crois que ça s'appelle plus Kantar maintenant, mais en tout cas, c'est toujours le journal La Croix qui le publie chaque année. Confiance, méfiance, défiance, la palette est large. Comme les critiques d'ailleurs, parfois sévères, qui sont adressées aux journalistes, sensationnalisme, proximité avec leurs sources, ou, et je mets d'énormes guillemets, proximité avec les puissances d'argent. Alors, baromètre Lacroix, 54% des sondés répondaient qu'il fallait se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. 54%, 57% en 2023, 62% en 2025. Voilà, donc des chiffres quand même impressionnants. Si on essaye d'aborder maintenant, pour le dernier quart d'heure de cette émission, peut-être les pistes de solutions, comment on pourrait arriver à rétablir justement ce lien de confiance? Soisig Kemener, j'imagine que ça vous occupe, ça vous préoccupe dans votre quotidien. En permanence. En permanence, on se le dit, puisque on fait un métier quand même pour être crédible et écouté. Bien sûr. Je pense qu'il faut toujours en revenir à la base de ce métier, c'est-à-dire des sources vérifiées, recoupées, du sérieux, de la vérification, de l'humilité, et surtout, et je trouve que c'est le problème essentiel des journalistes politiques, et je pense que c'est vraiment au cœur du sujet, c'est de quel côté on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est du côté du lecteur ou de l'auditeur ou du téléspectateur? On a envie de lui expliquer, et on reste finalement un observateur averti, et on essaie de donner le plus d'informations possible, ou bien alors est-ce qu'on se prend pour un puissant et on passe de l'autre côté, et finalement on se dit je vais faire la pluie le beau temps sur la politique française. Il ne faut pas se tromper de l'endroit où on est. Donc moi je pense que plus on est proche du lecteur, alors après les lecteurs sont différents sur les journaux, nous, à la Tribune Dimanche, on sait que c'est des gens déjà très avertis de la vie politique en général. Donc, on essaie de leur donner encore plus d'informations et la plus vérifiée possible. Et c'est comme ça que la confiance se crée au fur et à mesure. Mais on a vu ça se bâtir parce que notre journal, il n'y a que 2 ans. Donc, voilà, on y est allé doucement. Et on s'est rendu compte aussi que ça marchait parce qu'on avait des journalistes au sein de la rédaction qui sont plutôt considérés comme seniors. Je ne dis pas que les journalistes plus jeunes ne sont pas bons, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que dans un certain nombre de rédactions, on a eu tendance à vouloir avoir des journalistes plus jeunes parce qu'ils coûtent moins cher, tout simplement, et que finalement, l'expérience, ça sert, et qu'il faut bien doser les choses et s'appuyer sur l'expérience. C'est pas la même chose d'avoir passé 10 ans ou 15 ans à batailler avec des politiques. On arrive à prendre les choses avec un peu plus de distance quand ça se passe mal. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses, mais encore une fois, je suis dans un média, presse écrite, etc. Le média, on va dire, même s'il est tout jeune. Mais ce que vous nous dites quand même, c'est pas tant une question d'expérience que de perception, c'est de se mettre à la place justement du lecteur, de travailler pour lui et pas de travailler pour ses collègues journalistiques, ou pire, pas travailler pour le pouvoir, pour les personnalités politiques, pour rendre un service, se faire bien voir, obtenir. Donc ça, c'est, j'imagine, quelque chose d'assez important, d'arriver à se situer en se disant, voilà, moi je travaille pour informer mon lectorat, mon audience. J'imagine que vous suivez ce même conseil, Jean-Michel Apathy. Oui, mais la confiance dans les médias, si on réfléchit 2 secondes au concept, est-ce qu'il y a une période où on pourrait dire que les médias ont installé une relation de confiance avec les citoyens? Je ne pense pas.
la défiance est d'intensité variable parce que des actualités imprévisibles peuvent modifier la perception des gens dans les médias. Par exemple, la crise sanitaire a suscité le traitement de la crise sanitaire. La question des vaccins a suscité une méfiance très importante des citoyens par rapport aux médias. D'ailleurs, les médias, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la planète est pleine de diversité. Mais enfin, bon, là, on globalise les médias. Mais, parce que je voyais les chiffres 2022, 2023, il y a des expériences, des traumatismes, des actualités lourdes qui, indépendamment du travail des journalistes, place les citoyens dans des positions de réserve, de méfiance. Et au fond, peu importe le travail des médias, c'est tout ça, la méfiance, la confiance se nourrit de tout ça. Et moi, j'ai le sentiment, moi j'aime le journalisme, c'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment, le journalisme s'est beaucoup professionnalisé dans des sociétés comme les nôtres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a des opinions, mais le respect des faits, ce sont des choses qui existent, qui sont partagées. Après, il y a peut-être une galaxie qui s'en fout un peu des faits, mais quand même, globalement, ce sont des acquis par rapport à 10, 20, 30, 40 ans. Moi, quand j'ai commencé le journalisme, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que vous aviez encore 50 ans de carrière devant vous, ça n'était pas hier. Bien sûr, moi, je connais le journaliste, et j'ai le souvenir d'un journaliste qui travaillait au Monde, il a sa carte du RPR dans la poche. Aujourd'hui, le RPR, à l'époque, c'était le parti de Chirac. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas. Donc, vous voyez, ça change un peu. Demandons à l'historien, justement, s'il partage cette même vision, on va dire, optimiste d'évolution. Alors, complètement sur le constat, sur la défiance éternelle. Moi, je travaille en ce moment, justement, sur les racines de la haine envers les journalistes, donc sous l'Ancien Régime, et on vous détestait déjà à l'époque à peu près autant qu'aujourd'hui, je vous rassure. Donc, il y a une partie de la population qu'on n'arrivera jamais à convaincre. On peut travailler, en revanche, sur l'éducation aux médias, et puis sur la pédagogie, ce qu'on fait là, et peut-être aussi mieux expliquer constamment vos méthodes, ce qu'avait fait Mediapart au moment de sa naissance, les boîtes noires. Les boîtes noires. Voilà, plusieurs médias le font d'ailleurs, voilà, ils expliquent comment ils ont obtenu les sources, etc. Et je pense qu'il faut... Alors, il y a une part du travail journalistique qu'on ne peut pas raconter. Et d'ailleurs que Mediapart ne raconte pas plus que les autres. Mais tout ce qu'on peut dire, il faut le dire pour essayer de démythifier un peu la relation qu'on peut avoir avec des sources, et en l'occurrence avec le personnel politique. Et puis, il faut respecter la séparation entre les genres journalistiques. Elle est très importante pour moi. Et c'est là que je me méfie un petit peu. Justement, les médias Bolloré, ils essayent de la faire exploser. Laurence Ferrari racontait que quand elle est arrivée sur CNews, Pascal Praud lui a dit « Il faut que tu donnes ton avis. Même dans les interviews, tu donnes ton avis. Tu dis « je ». Tu combats. Et l'exercice de l'interview est un exercice qui doit être au service de l'invité et au service de la vérité. Ça n'est pas un exercice d'éditorialisme, justement. Donc, eux, ils font exploser cette limite et je pense que c'est dangereux. Et c'est là que j'aurais un reproche, moi, à faire aux médias publics en ce moment. Je pense que dans les mois qui viennent, on va certainement en reparler, beaucoup plus que cette polémique anodine à partir vraiment de quelque chose de montée artificielle. Il y a un vrai problème en ce moment, c'est aux 20h de France 2, un cas de connivence dont ils ne sont pas responsables. C'est ça qui est terrible dans ces affaires-là. Léa Salamé, elle est dans un exercice où elle n'a pas le droit de donner son avis. C'est vraiment celui où on est censé être le plus impartial. Oui, c'est ce qu'on attend effectivement, le 20h, le 13h, cette grande messe. Et elle ne peut pas. Elle sera constamment soupçonnée, même peut-être qu'elle n'a pas du tout les idées de Raphaël Glucksmann. Mais le simple fait qu'elle soit avec lui, que ce soit connu, et je pense qu'en plus France 2 a fait une erreur de faire toute sa campagne de communication sur l'hyper-incarnation. Ah bon, je n'ai pas vu les affiches. Bon. Moi, je les ai vues, je crois qu'on est nombreux à les avoir vues et entendues, et son talent n'est pas du tout en cause. Mais ça veut dire qu'on ne voit qu'elle, et que sa position pose problème. Je me rappelle dans les années 90, comme je ne suis pas tout jeune moi non plus, au début des années 90, Mitterrand avait été interviewé par Christine Ockrent et Anne Sinclair, qui étaient toutes les deux mariées à ses ministres. Ça posait un énorme problème et on le disait déjà à l'époque, on doit le dire encore plus aujourd'hui. Mais il y a eu des rédactions d'ailleurs, je crois, des syndicats, des journalistes, notamment sur une récente interview de Jean-Luc Mélenchon en début de semaine. Mais oui, Mélenchon et Glucksmann vont être candidats tous les deux sans doute et ça donne une autre coloration à l'interview. Lui joue là-dessus d'ailleurs. Les populistes de tout poil vont jouer là-dessus et entretenir cette idée d'une connivence entre les élites politiques et médiatiques. Ça fait du mal à toute la profession. Je pense que ça a été une énorme erreur pour elle, pour France Télévisions, que de la mettre dans cette position. Léa Chamboncel, peut-être juste sur les solutions et la confiance.
Alors, déjà, il y a plusieurs solutions qui sont portées par des associations, à l'instar de Un bout des médias, qui est porté par Julia Cagé, qui prône notamment la promotion de la presse indépendante, la nécessité, bien évidemment, de lutter contre la concentration des médias, mais aussi, vous en parliez plus tôt, faire de l'éducation aux médias, notamment avec le rôle que jouent aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment dès le plus jeune âge. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, en tout cas, moi, c'est mon parti pris, je pense qu'il faut se mettre dans une posture de sincérité et d'honnêteté auprès de son audience, et de dire de là où on parle, vraiment. On parle d'un point de vue situé. Je pense que c'est quelque chose qui permet de ne pas surprendre peut-être certaines personnes qui pensaient que vous étiez peut-être plus sensible à cette opinion-là qu'à ces opinions-là, alors, notamment lorsqu'on fait du journalisme d'opinion, comme vous en parliez. Pardon, pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait qu'avant que quelqu'un prenne la parole, il puisse s'afficher pour savoir, dire voilà, moi je suis plutôt de gauche ou de droite. Moi, je pense que ce serait assez favorable. J'y suis favorable. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Judith Kemener. Je ne sais pas si les gens peuvent savoir pour qui vous votez en vous écoutant ou en vous lisant. Non, je pense pas du tout. Et d'ailleurs, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que c'est pas. Alors pour moi, je trouve ça assez fondamental. Mais c'est là où il y a peut-être un point de divergence. Non, mais je pense, moi, l'être citoyen, il peut être aussi l'être personnel peut être différent de l'être journalistique. On a des règles professionnelles, on a une éthique. Enfin, on essaie. Et je pense que la vie ailleurs, c'est autre chose. Enfin, je pense qu'il faut. Moi, j'aime bien faire la délimitation entre les deux. Alors moi, je pense qu'elle est impossible, mais ça me semble. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense qu'il est très délicat, même lorsque on prétend être neutre dans un choix. Voilà, lorsqu'on fait le choix d'interviewer une personne au détriment d'une autre, lorsqu'on fait le choix de traiter un sujet au détriment d'un autre, lorsqu'on fait l'angle aussi. Parce que c'est important. Tout simplement. Parce que ça vous semble important. Oui, parce que ça me semble c'est important. un choix. En soi, non, mais déjà, c'est un choix. Je pense que tout ce pas... que vous êtes, tout ce qui vous construit, vous oriente dans vos choix éditoriaux. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que je suis objective, ça n'existe pas. Il y a une forme de subjectivité assumée, mais que j'essaie de gommer au maximum. C'est plutôt ça, ça l'idée. Et puis, évidemment, on sait tous que choisir un sujet, c'est le fruit d'un choix. Par exemple, là, j'aurais pu faire plein d'autres choses. J'ai choisi ce sujet-là. Oui, vous avez voulu alimenter la polémique encore, François. Évidemment, c'est une nouvelle émission, donc elle essaie de créer le buzz. C'est Alexis Lévrier qui m'a donné quelques conseils. Mais néanmoins, on peut tout à fait quand même essayer de l'aborder de la plus grande objectivité et neutralité possible. Et c'est une question de posture, effectivement. Mais moi, je trouve qu'on gagnerait à être davantage sincère, peut-être, avec nos audiences et qu'il n'y ait pas de véritable surprise. Parce que je pense que le fait de prétendre d'être constamment neutre, de ne pas avoir d'opinion politique, etc., crée peut-être aussi cette défiance, parce que c'est humainement très compliqué. Ça se tient difficilement. Donc voilà, mais c'est uniquement mon point de vue, évidemment. La culture américaine conduit les individus à se déterminer démocrates ou républicains. Donc, si on rapportait ça chez nous, il faudrait que chaque individu se dise de gauche ou de droite. Moi, j'en suis incapable. Je ne dirais pas... ça veut dire que vous êtes de droite. Non, c'est une blague. Je suis contre la taxe musulmane, par exemple. Alors, je me suis fait attaquer en me disant vous êtes un salopard de droite. Ben oui, puisque je suis contre, bien sûr. Mais je ne dirais pas je suis de gauche. Enfin, je ne peux pas répondre. Moi, mais dans ma citoyenneté, c'est encore au-delà du journalisme, je n'ai aucune envie de répondre à cette question. Je ne me sens pas concerné par cette question. Je sais ce que sont la gauche et la droite dans l'histoire. Je connais des dirigeants de gauche et la réaction des dirigeants de droite dans la réaction. Mais moi, je me sens extérieur à tout ça. Et c'est pour ça que je suis journaliste. Parce que je me sens extérieur à tout ça. Même si peut-être dans une partie de votre jeunesse, vous avez pu être proche du Parti socialiste, je crois que vous l'avez écrit d'ailleurs dans un livre. Voilà, vous l'avez écrit. J'étais membre de 1989 à 1986. Voilà. Parce que, étant sorti de l'alcool, je cherchais ma voie, je me suis inscrit au Parti socialiste. Mais quand j'ai su que j'allais faire du journalisme, j'ai abandonné. Et depuis l'élection présidentielle de 1988, j'ai toujours voté blanc. Parce que je me sens journaliste. C'est-à-dire, dans les urnes, moi, je ne veux pas choisir. Donc vous votez blanc de toutes depuis les élections. 1988. Vous avez arrêté l'alcool et vous votez blanc. Exactement. Les deux vont ensemble. Et donc, je me définis comme journaliste comme ça. Je ne choisis pas. Et pour aller au bout du raisonnement, parce que je suis très heureux de pouvoir parler de moi, j'ai toujours pensé que peu importe qui gagne l'élection présidentielle, moi, je ne m'effraierai de rien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les citoyens qui choisissent. Moi, j'interviens en tant que journaliste dans le débat public, et après, on fait avec. Voilà. Oui, il y a une volonté d'outiller aussi, évidemment, les citoyennes et les citoyens. Donc, je serais tout à fait meurtri si on m'obligeait à dire, alors, droite ou gauche ? Je leur dirais que j'ai arrêté l'alcool. Finalement, vous avez répondu aujourd'hui en disant ni l'un ni l'autre. Voilà.
C'est vrai, ça. Si on a le droit de répondre ni l'un ni l'autre, ça me va. Nous avons réussi à l'issue de cette émission à situer politiquement Jean-Michel Apathy. Et pourtant, ce n'était pas du tout l'objectif. Jean-Michel Apathy, qu'on pourra retrouver dans les librairies avec un livre prochainement consacré à Cyril Hanouna. Je vous laisse nous dire le titre. Alors, le titre s'appelle « Tu es une merde, frère ». Et c'est signé Hanouna, parce que je dois le remercier publiquement. Je suis très heureux de le faire sur France Culture. C'est lui, refusant de répondre à mes questions, il m'a envoyé un SMS. Ton livre, je m'en balèque, je laisse traduire. Tu es une merde, frère. On a fait un titre. Merci Cyril. Voilà, merci à vous en tout cas de nous avoir accompagnés pour cette émission où on a effleuré quelques grandes thématiques aussi. On a parlé de neutralité, d'objectivité, de concentration des médias et je pense que ça nous annonce aussi le riche programme de cette fabrique de l'information, si elle est toujours là, la semaine prochaine. Je remercie évidemment à la réalisation Camille Maty, à la technique Edouard Rubenstein, à la vidéo Ruben Larmazin, à la préparation de cette émission comme tout au long de cette saison Joséphine Reinhardt. Et puis n'hésitez pas à partager vos opinions, vos réactions sur nos différents réseaux et à podcaster cette émission La Fabrique de l'Info. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Culture.